Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien en format toute image. Au sommaire de cette édition du lundi 9 juin 2025, retour sur le roulage dans le centre du Mans. Des milliers de personnes sont venues assister à ce spectacle qui prépare la course des 24 heures, appareil photo en main. Ce dimanche, c'était la journée test. Les pilotes rentrent pour la première fois sur le circuit cette année. Qui sont les forces en présence? Plus de précision dans cette édition. Et parmi les voitures, il y en a une qui a été scrutée, plutôt écoutée. Le moteur V12 de l'Aston Martin en catégorie Hypercar. Alors qu'est-ce que ça représente de conduire ce bolide? Réponse d'un des pilotes dans quelques instants. Et puis l'exposition L'Art dans la rue 60 ans d'art urbain lance le festival Plein Champ au Mans, à découvrir jusqu'au 7 septembre 2025 à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour. Elle défile pour le plaisir des yeux des spectateurs et de leur appareil. Objectif, capturer l'instant en un clic. Suivant les points de vue, essayer d'avoir les voitures en groupe et aussi avoir le contraste entre la vieille ville et puis les prototypes. Tunnel Wilbur Wright, cathédrale, préfecture ou encore la cité Plantagenet, les spots sont multiples. On a la muraille juste en face de nous, donc c'est l'image du Mans aussi, donc essayer d'avoir les voitures des 24 heures en face d'un icône du Mans. Du coup, ouais, je pense que c'est le bon côté ici. Et pour ne pas perdre une miette, certains sont venus équipés. Les gens du Mans savent qu'il faut venir avec un escabeau si on veut faire de la photo, parce qu'il y a tellement de monde. D'autres font avec les moyens du bord, quelques-uns sont privilégiés. Professionnels ou amateurs, les intentions sont diverses. Je dirais que c'est plutôt juste pour garder à moi. Peut-être les imprimer et les faire signer par les conducteurs. Pour une bonne photo, les critères sont nombreux. L'angle, le fond, la lumière, les réglages ou encore la voiture. Après les centaines de clics, l'heure est à la sélection dans sa pellicule. On peut voir la voiture sortir de la pénombre, on distingue les formes, la couleur, et en même temps on a quelque chose qui rajoute un peu plus de profondeur, avec les deux rangées de fanions qui sont l'un au-dessus de l'autre de la voiture. Je pense que ça peut être sympa. 30 minutes de défilé de bolides et des milliers de photos. Finalement, ce qu'il y a le plus pendant le roulage, ce ne sont pas les voitures, mais les smartphones. Cette séance de roulage ce samedi s'est terminée par une parade des commissaires dans le centre du Mans. Une centaine était réunie pour sécuriser le tracé du parcours lors du roulage. L'occasion de mettre au devant de la scène les personnes qui assurent la sécurité sur le circuit. Pour cette 93e édition, plus de 1700 commissaires en gilet orange sont répartis sur les 13,6 km de piste pendant la semaine des 24 heures du Mans. Le flou se lève sur les forces en présence, moteurs vrombissants, les 62 bolides ont pris possession du circuit. Ce dimanche, c'était la journée test, l'occasion pour toutes les voitures d'envoyer un signal de puissance sur un tour lancé ou de préparer la course. Le team du Sartois Arnold Robin semble faire d'une pierre deux coups. Pour l'instant ça se passe bien, au niveau chrono pur et performance on est plutôt sur le haut de la feuille, donc c'est toujours rassurant sur une journée test. Après c'est pas l'objectif absolu, nous c'est de reprendre nos marques sur le circuit, on a quelques réglages, essais de réglages à faire sur la voiture. Pour l'instant ça va vraiment dans le bon sens, donc une bonne première journée et puis super heureux de retrouver le circuit. Moi j'essaie toujours de construire les choses dans l'ordre, donc séance de ce matin, reprendre ses repères, reprendre contact avec la voiture. Et puis cet après-midi, ça a été un petit peu plus vite sur la première partie de séance et puis un petit peu plus vite sur la deuxième partie. Donc non, pour l'instant, ça se passe très très bien. 5 des 6 pilotes Lexus sont dans le top 10 des pilotes les plus rapides en LMG T3, mais il ne s'agit que d'une journée de repérage. Savoir exactement sur quel vibreur on peut aller ou sur quel vibreur on ne peut pas aller, prendre des repères dans le trafic, voir comment les autres autos se comportent, prendre le maximum d'informations pour la course. Prendre des infos, c'est aussi ce que fait Richard de Gérus. Le Sartois d'adoption découvre la Iron Lynx numéro 9 engagée en LMP2. C'est une magnifique voiture jaune, donc tout s'est bien passé. Honnêtement, j'ai pris mes marques avec l'équipe, avec les ingénieurs et mes coéquipiers, donc on va dire que dans l'ensemble c'était une bonne journée. Après, on n'a pas eu énormément de temps de roulage, surtout moi. Finalement, j'ai fait que 7 tours durant toute la journée à cause des interruptions de course qu'il y a pu y avoir entre les safety cars et les red flags, mais ça fait partie du charme du Mans aussi. Nous, on suit juste notre plan d'entraînement qu'on avait, ce qu'on voulait tester. On a fait beaucoup de simulations, on va dire, de courses. En tout cas, quand on a pu réussir à avoir plusieurs tours d'affilée. Avec mes coéquipiers, ils ont fait le travail comme il fallait, donc c'est plutôt sympa. Surtout que le natif de La Réunion a faim de victoire après son podium glané avec Idexport en 2024.
On va dire que c'est ma course à domicile, ça fait 7 ans que j'habite ici maintenant. C'est déjà ma 4e participation d'affilée aux 24 heures du Mans, donc c'est juste génial. J'avais qu'une hâte, c'était de revenir après le podium de l'année dernière. J'avais vraiment qu'une hâte après le dimanche soir, c'était juste je voulais recommencer à vivre ces émotions-là. Donc honnêtement, je suis très content d'être là, très excité et hâte que le week-end commence. On veut bien faire, notre objectif c'est de finir sur le podium déjà. Mais on a un équipage jeune, on sait, je ramène mon expérience au sein de l'équipe, donc on sait tous comment on doit aborder, on va dire, cette course de 24 heures. Et voilà, nous, notre objectif, c'est de rallier l'arrivée et de se battre, de ne pas faire d'erreur, on va dire. On sait que si on arrive à faire une course propre, on sera en passe de se battre pour le podium. En hypercar aussi, la Sarthe compte son représentant. Toujours en quête d'une victoire au Mans, Sébastien Bourdet, 46 ans, vise forcément ce succès qui manque à son palmarès, tout en relativisant l'âge avançant. Il y en a plus derrière que devant, donc on essaie encore plus de profiter de l'instant présent parce qu'on ne sait pas combien il y en aura d'autres. Donc c'est pour ça que je dis que ça fait vraiment partie de cette phase où tu apprécies peut-être un petit peu plus que ce que tu faisais quand tu étais plus jeune, où tu étais un petit peu plus focalisé sur essayer de gagner cette course à tout prix. Et bon, malheureusement, de toute façon, c'est une course qui choisit son vainqueur. Donc il y a un moment, il faut essayer de prendre un peu de recul sur la situation et juste de profiter du moment présent. Surtout que la concurrence est rude en hypercar, 17e chrono hier pour Bourdet, et de nombreux constructeurs viennent s'immiscer dans cette course. C'est le cas d'Aston Martin cette année avec les Valkyrie 007 et 009. On a été très productifs. Évidemment, on a beaucoup de choses à voir pour la première fois ici avec la Valkyrie. C'est un jour un peu spécial sur de nombreux aspects. C'est ma première fois ici en hypercar. On a pris le plus d'informations possible et l'équipe fait un travail fantastique. Même si la voiture attise la curiosité avec son moteur V12, la marche reste haute. 18e et 20e chrono ce dimanche. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. C'est dur d'arriver et de gagner tout de suite, surtout que le niveau est très élevé dans la catégorie hypercar. 21 voitures et pas une seule lente. Je pense que notre principal objectif est de finir cette course et ce serait déjà une belle réussite. Ce serait bien de terminer au milieu du peloton et pourquoi pas atteindre le top 10. Mais beaucoup de choses peuvent se passer dans cette course comme on l'a vu dans le passé. À quelques stands de là, Ferrari voit la vie en rouge. On a bien démarré la saison avec 3 victoires en 3 courses. La motivation est très grande, mais il faut garder les pieds sur terre et travailler comme on le fait et j'espère qu'on pourra avoir un bon résultat. C'était une belle journée, beaucoup de tests avec la voiture, on ajuste les choses, on roule beaucoup, on s'adapte à cette piste difficile. Jusqu'ici tout va bien, maintenant on va voir. Aujourd'hui c'était de la préparation, mercredi on a les qualifications et il faut qu'on soit prêt pour ça. Surtout que les Transalpins restent sur 2 victoires de rang en Sarthe, alors ce rôle de favori n'est-il pas trop dur à endosser ? Non, pas vraiment. Je pense que Le Mans est une longue course, très dure. Tous les ans, c'est pareil, même si on a gagné 2 fois, mais on est aussi leader du classement général. Au Mans, les points sont doublés. Il faut aussi qu'on pense à ça. Même si on ne gagne pas, il faut que l'on prenne le maximum de points. Le meilleur temps de la session de ce dimanche est revenu à Toyota et à Sébastien Buemi. Mais les vrais tours chronométrés commencent ce mercredi. C'est là que les choses sérieuses commenceront vraiment. Michel Vaillant, personnage emblématique de la bande dessinée imaginée par Jean Graton, couvre toute une façade d'un immeuble de l'avenue Bollé. Cette fresque qui représente la couverture de la bande dessinée Le Grand Défi dans la série Les Exploits de Michel Vaillant a été réalisée par le street artiste Gwenda Luet, alias Wentou, en près d'une semaine, en partenariat avec la librairie Bulle et la fondation Jean Graton. Inauguré le samedi 7 juin, le fils du créateur de la bande dessinée, Philippe Graton, était présent à cette occasion. C'est symboliquement très très fort puisque en fait la fondation Jean Graton, dont avec quelques administrateurs je m'occupe, a pour mission de faire perdurer l'œuvre de Jean Graton et surtout le rôle qu'il a eu dans la culture, la bande dessinée évidemment, mais aussi dans le sport automobile puisque son œuvre Michel Vaillant a permis, dès les années 50 et 60, quand notamment les 24 heures du Mans ne passaient pas à la télé, n'étaient pas connus par tellement de monde, a permis à plusieurs générations de lecteurs de l'hebdomadaire Tintin, dans lequel paraissait Michel Vaillant, de découvrir le sport automobile et de découvrir le circuit du Mans et les coulisses de la course.
C'est l'une des attractions de cette 93e édition, le retour d'Aston Martin avec ses numéros atypiques 007 et 009, le moteur V12 et sa couleur verte. Retentissante lors du roulage en centre-ville, capturée par les objectifs et surtout toujours remarquée par son bruit. Je pense que l'une des choses remarquables à propos de cette voiture est son son. Il est très unique. On n'entend pas beaucoup de V12 dans le sport automobile, sauf lors d'événements historiques. Donc oui, c'est vraiment super, le son est incroyable, les fans l'adorent et c'est génial d'être l'un des pilotes de cette voiture. C'est ce que les fans nous demandent sans cesse, ça fait quel bruit? Et oui, c'est incroyable d'entendre ça à pleine vitesse sur la ligne droite de Mulsanne. C'est vraiment des moments palpitants et comme je le dis souvent, c'est un honneur d'être dans le programme Valkyrie, ici au Mans. La marque britannique annonce également le lancement d'une édition limitée spécialisée pour la piste. 10 voitures dotées de la même motorisation et basées sur le modèle de l'hypercar vont donc sortir pour le grand public. Le prix, lui, n'a pas encore été dévoilé. L'art dans la rue, 60 ans d'art urbain, c'est d'abord la collection d'un passionné qui ne vient pas forcément du milieu des riches propriétaires d'art. J'ai commencé de zéro, j'ai acheté des premiers dessins, des premières affiches à 50 €, des sérigraphies. Donc c'est un parcours assez singulier. Voilà. Alors attention, je vous dis ça il y a longtemps, 25-30 ans après, j'ai mieux gagné ma vie et j'ai pu aussi acheter des choses à des moments où les œuvres étaient moins cotées qu'aujourd'hui. Et là, beaucoup d'œuvres aujourd'hui ne seraient plus du tout achetables pour moi. Banksy, Mystique, Seth. Autant de superstars des arts urbains représentés ici. La ville du Mans s'inscrit chaque année un peu plus dans cette ambition de devenir un haut lieu du street art. Des œuvres magnifiques et ça donne une exposition en ouverture de plein champ qui est quand même à la hauteur de ce qui est devenu plein champ, c'est-à-dire un moment autour de l'art urbain qui est maintenant reconnu au niveau national, voire au niveau européen et même puisqu'on fait venir aussi des gens d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. L'art urbain, un exercice politique et engagé, d'abord réalisé dans l'illégalité et légitimé aujourd'hui par certaines collectivités. Exemple, cette œuvre de Brusque, choisie comme affiche. Cette œuvre a été réalisée en 2015 et c'était une œuvre qui a été faite en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo. L'exposition est aussi un avant-goût du festival Plein Champ, 7e édition, avec le temps fort du 4 au 6 juillet au parc du Gué de Maulny. Ce sont d'abord les street artistes qui peignent des fresques en direct pendant 3 jours et on voit l'évolution et on voit le processus artistique et on rentre dans l'intimité vraiment de cette création de fresques. Avec Stom 500 comme invité d'honneur, des ateliers pour enfants et des concerts. En attendant, vous pouvez découvrir l'exposition L'art dans la rue, 60 ans d'art urbain jusqu'au 7 septembre, collégial Saint-Pierre-la-Cour. Les événements sportifs autour du circuit favorisent le tourisme. Pour preuve, le GP Moto qui a boosté l'affluence d'étrangers en Sarthe début mai. Et les chiffres globaux de ce début de saison touristique sont bons. Le nombre de nuitées de ce printemps 2025 a augmenté de 16% par rapport à la même période en 2024. Pour Sarthe Tourisme, cette hausse de fréquentation s'explique par un calendrier favorable des jours fériés. Les nombreux ponts incitent les Français à bouger, par une météo clémente, et puis les touristes étrangers reprennent la route des vacances en France. De bon augure pour la période estivale. J'étais sur le dossier agronomie, puisque j'étais représentant de la commission agronomie. Du changement, mais dans la continuité à la Chambre d'agriculture de la Sarthe. Philippe Dutertre, jusqu'à présent vice-président, succède à Olivier Lebert à la présidence de l'établissement public représentant le secteur agricole, rural et forestier. Olivier Lebert a démissionné en cours de mandat pour se consacrer pleinement à la Chambre d'agriculture régionale dont il a pris la présidence en mars dernier. Il reste vice-président de la Chambre départementale. Les deux agriculteurs sartois travaillent depuis plusieurs années avec la même vision du métier. On termine ce journal avec la qualité de l'air qui sera moyenne dans le sud du département ce mardi 10 juin. En cause, la présence d'ozone persistant à cause de la hausse des températures. À noter
Un panache de fumée en provenance des feux de forêt au Canada, actuellement en transit au-dessus de nos régions. Il ne semble pas avoir d'impact sur la qualité de l'air, d'après les analyses du laboratoire RPI de la Loire. Respirez, vous êtes bien sur LMTV Sarthe. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie, que vous avez pu en profiter si vous avez eu la chance de ne pas aller au travail. Si vous avez travaillé, j'espère que votre journée s'est bien déroulée. En tout cas, pour votre soirée, des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, vous voyez, elles évoluent entre 17 et 19 degrés. 17 degrés pour Laval, à Mamers, ou encore du côté de Sille-Guillaume, 18 degrés pour Angers, à Montval-sur-Loire, à La Ferté-Bernard ou encore pour Saint-Calais, 19 degrés au Mans. Pour la journée de mardi, vous le voyez, le soleil devrait s'imposer assez facilement dès les premières heures de la matinée avec un mercure compris entre 10 et 12 degrés. Comptez 10 degrés du côté de Tours, 11 degrés pour Alençon, à Mamers ou encore au Mans, idem pour Angers ou encore du côté de Blois ainsi que pour Vendôme et 12 degrés pour Laval ainsi que pour Montval-sur-Loire. Pour la suite de votre journée, on va profiter de cette ambiance plutôt estivale avec toujours du soleil sur l'ensemble de la région. Les températures qui, elles, vous le voyez, évoluent entre 25 et 27 degrés avec 25 degrés pour Alençon, 26 degrés à Mamers, 27 degrés au Mans ou encore pour Angers. Idem du côté de Blois, des températures qui seront bien au-dessus des normales de saison. On a ce flux qui sera plutôt orienté au secteur sud. C'est pour ça qu'on aura une ambiance plutôt estivale avec ce franc soleil. Pour la journée de mercredi, on prend le même et on recommence avec toujours un beau ciel bleu, des températures assez élevées. Sachez que si nous étions par exemple en plein mois d'août, ces températures seraient quand même au-dessus des normales de saison. 27 degrés pour Alençon ou encore du côté de Mamers, 28 degrés au Mans, 29 degrés à Montval-sur-Loire. Et pour la journée de jeudi, quelques averses, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Je vous souhaite, messieurs, dames, de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans Au quotidien la suite en ce lundi 9 juin, jour férié, jour de Pentecôte, mais aussi veille de la folle semaine des 24 heures du Mans 2025, 93e édition. Et à cette occasion, nous entamons une série de portraits consacrés aux femmes dans la course parce qu'elles font le Mans, mais souvent dans l'ombre. Évidemment, nous voulions les entendre simplement parler de cette passion qu'elles racontent à travers leurs yeux. Pas si différente, cette passion, que celle qui s'inscrit au masculin. En tout cas, elle est tout aussi dévorante et belle au féminin. Vous allez le voir toute cette semaine dans Au quotidien la suite. Premier épisode que je vous propose de regarder tout de suite avec le témoignage de Sabrina Plessis. Elle a grandi au bord du circuit, sur la ligne droite des Hunaudières. Et pour elle, la course, c'est tout simplement la famille. Anthony Piton. Alors, je m'appelle Sabrina Plessis et j'ai grandi au bord du circuit, sur la ligne droite des Hunaudières. Alors, mon histoire, elle a commencé bien avant moi, bien avant ma naissance, puisque mes arrière-grands-parents habitaient déjà les Hunaudières. Donc, le petit hameau des Hunaudières, qui a connu les premiers circuits de la Sarthe, avant les 24 heures du Mans, puis les premières courses des 24 heures du Mans. Alors aujourd'hui, pour moi, j'ai grandi sur cette ligne droite des Hunaudières. Du coup, j'y passais toutes les 24 heures. C'est un rapport particulier parce que c'est vraiment un rapport familial. Donc c'est une histoire qui ramène à l'enfance chaque année. Chaque année, c'est un retour en arrière qui fait revivre des joies. Il suffit de fermer les yeux et on est reparti dans les années 90, 80-90. C'est ça qui est magique, cette histoire en fait familiale et cette passion. Et puis c'est plein de souvenirs familiaux en fait et des histoires qu'on se remémore chaque année. Surtout la ligne droite des Hunaudières, c'est quand même connu mondialement. C'est une des parties du circuit qui est la plus connue pour ses pics de vitesse. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas encore les chicanes, donc ça bombardait sérieusement.
Et puis après, les chicanes sont venues et c'était différent déjà. Mais il y avait un point de vue qui était complètement différent. Je me rappelle que quand j'étais enfant, c'était vraiment, on se mettait sur les marches, enfin sur la petite terrasse des Mobiliers de France et on voyait les voitures qui ralentissaient. On arrivait à mieux les voir que sur la ligne droite où ils étaient à plus de 400, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une route où la route de Tours a été déviée. Après, il y a eu les ronds-points et ce genre de choses. Là, c'était vraiment la route qu'on empruntait tous les jours. Et puis après, cette portion de route, quand il y a eu la mise en place des ronds-points, en fait, nous, on y jouait. C'était bouclé, donc quand il n'y avait plus les 24 heures, nous, on jouait sur cette portion de route où les voitures passaient et on s'amusait à jouer les bolides sur cette portion de route qui était fermée. Je crois que le meilleur souvenir, c'était vraiment chaque année de retrouver les commissaires. C'était une ambiance particulière, cette ambiance en fait familiale et conviviale. Et puis les grands exploits qu'il y a pu y avoir, ce genre de choses, c'est vrai que ça reste ancré. Mon grand-père avait porté secours aussi à Pescarolo, mais ce n'était pas sur les 24 heures, c'était sur des essais. Et la voiture avait percuté, non, c'était enflammé et mon grand-père avait essayé de sortir Monsieur Pescarolo, qui avait sauté dans la petite rivière pour échapper aux flammes de sa voiture. Les repas de famille, forcément, il y a des histoires, puis des histoires tragiques en général, c'est ce qui marque le plus. Alors le plus mauvais souvenir, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu puisque je n'étais pas née, mais qu'on m'a raconté. Que mon grand-père notamment on parlait très régulièrement. C'est un accident qui a eu lieu en 67. Un pilote qui a eu un accident sur cette ligne droite des Unaudières et la voiture est venue s'encastrer et s'enflammer dans le cerisier qui était sur la propriété de mes grands-parents. Donc malheureusement le pilote est décédé bien sûr et ça a été un événement qui a été marquant pour mes grands-parents et pour ma mère aussi notamment. En plus il y avait des fans qui venaient essayer de récupérer un petit bout de la carrosserie, enfin ce genre de choses. C'était assez glauque en fait, c'était vraiment une image négative. Cette passion sera toujours là. Après, c'est différent, ça change en fait, mais ça a déjà changé. Moi, mes grands-parents ont disparu, donc forcément, c'est plus la même ambiance aujourd'hui qu'il y avait il y a 20 ans. Mais les choses évoluent et il faut accepter que les choses évoluent, même s'il y a des choses qui se perdent. Et on trouve moins maintenant, ce qui me gêne un petit peu dans l'ambiance actuelle, c'est cette convivialité, cet esprit un peu familial de la course qui évolue pas forcément dans le bon sens selon moi. Et après, j'espère que cette passion, mes enfants sont passionnés également des 24 heures. Hein, la passion familiale continue et j'espère qu'elle continuera encore longtemps. Demain, direction le lycée Sud au Mans avec le témoignage d'une élève mécanicienne qui rêve de travailler, pourquoi pas, sur les circuits du monde entier et sur le plus beau, celui des 24 heures du Mans. Allez, c'est lundi, on ne déroge pas à la règle. Ce soir, c'est 72 sports concoctés par Antoine Besson, l'actualité sportive de ce week-end hors 24 heures du Mans. Parce que oui, il y a aussi du sport en dehors du circuit. Nous, on se retrouve en direct mardi à 18h30. Salut!